C'est ah bah ouais, bah tu veux pas me donner ma rupture, bah moi je continue en arrêt. Mon arrêt de longue durée, c'était tout simplement de forcer mon employeur pour qu'il me donne une rupture conventionnelle. Ça fait 7 mois que j'ai pas mis les pieds dans l'entreprise et que clairement je vais pas remettre les pieds dans l'entreprise. En fait c'est ça, c'est un rapport de force. Les patrons dénoncent des règles parfois absurdes qui leur coûtent cher. Elle travaille une journée et elle me retrouve avec 3500 et quelques euros à payer, c'est fou. Les salariés en burn-out, eux, rejettent la faute sur les employeurs. Vous avez des idées suicidaires et c'est pire quand on vous parle de reprendre le travail. Enfin, clairement, C'est très dangereux, c'est dur, très dur. Si vous êtes en bout de cycle au travail, que vous rêvez de partir avec une rupture professionnelle et que vous songez à l'arrêt maladie comme l'arme fatale pour l'obtenir, alors cette vidéo est pour vous. Parce que même si la rupture conventionnelle est refusée, beaucoup de cadres se disent je vais lever le pied, je vais me mettre en arrêt et l'entreprise finira bien par céder et me payer. Mais dans la réalité, cette combine produit souvent l'effet inverse. Je m'appelle Amalric, je suis expert en négociation de départ, certifié à Harvard et fondateur de rupturepro.com. Depuis 5 ans, j'accompagne les cadres et des dirigeants dans des négociations sensibles, là où se joue à la fois leur sécurité financière, leurs droits et surtout leur liberté professionnelle. Parce qu'après toutes ces années de bons et loyaux services, méritez-vous de partir sans rien ? J'ai vu trop souvent cette stratégie de l'arrêt maladie se retourner contre d'excellents employés et je veux vous empêcher de tomber dans ce piège. Les 3 premiers mois, cet employé d'un centre d'appel est réellement en burn-out. À la fin de cette période, il veut changer de métier. Son employeur refuse de le licencier. Il décide alors de multiplier les arrêts maladie pour obtenir ce qu'il veut. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape le jeu cynique que votre employeur va probablement jouer pendant que vous serez chez vous. Et je vous expliquerai comment chaque jour d'absence affaiblit votre position et risque de vous coûter des milliers d'euros. Et surtout, je vous donnerai les vraies stratégies, celles qui renversent le rapport de force et qui forcent l'employeur à vouloir négocier. Mais commençons tout de suite par la vérité fondamentale que vous devez comprendre. Cette stratégie, que vous croyez être un coup de maître, est en réalité un piège. Ce n'est pas votre levier de négociation. C'est l'outil que l'employeur utilisera pour vous contrôler et vous pousser vers la sortie la moins coûteuse pour lui. Vous m'avez amené les dossiers concernant les arrêts Avec son comptable, un cas leur reste en travers de la gorge. Celui d'un salarié qui se serait blessé en 2023 en se rendant sur un chantier. Il y a un arrêt maladie. Et vous savez pour quelle raison, pour quel motif? On n'a pas le droit. Secret médical, vous pouvez pas questionner. On n'a pas le droit. Après 14 mois d'arrêt maladie, la médecine du travail demande à M. Basson de licencier l'employé pour inaptitude professionnelle. Le dirigeant doit alors régler les indemnités de licenciement, 19 000 euros. 3 mois, 6 mois après, une boîte d'intérim nous le propose en intérim. Pas le pompon, ça. Et on l'a licencié pour inaptitude professionnelle. C'est ça. Ça vaut de l'or, ça. Alors, juste une petite parenthèse au niveau des définitions. En négociation, un levier est le pouvoir dont dispose une partie d'une négociation pour influencer l'autre partie afin de se rapprocher de sa position de négociation. Et il existe 11 familles de leviers en négociation de départ. J'insiste aussi sur le mot influence, qui a une définition précise. C'est le processus en fait consistant à amener quelqu'un d'autre à agir, à réagir, à penser ou à croire ce que l'on veut. Autrement dit, c'est amener quelqu'un à vouloir faire ce que vous voulez qu'il fasse. Et c'est vraiment à bien distinguer de la manipulation, qui a une définition un petit peu différente, qui est d'amener quelqu'un à faire ce que vous voulez qu'il fasse. Ça, c'est de la manipulation. Amener quelqu'un à vouloir faire ce que vous voulez qu'il fasse, c'est de l'influence. Amener quelqu'un à faire ce que vous voulez qu'il fasse, c'est de la manipulation. On en revient aux moutons. Je vous avoue, j'ai pas du tout envie d'y retourner. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? D'accord. Donc, déjà, première chose que vous devez avoir en tête, c'est que l'entreprise n'a aucune raison de vous laisser partir. Quand vous quittez une entreprise, surtout si vous êtes un bon élément, cela crée plusieurs problèmes. Il faut recruter quelqu'un, il faut former cette personne, l'équipe forcément va être désorganisée, au moins un temps, et puis surtout ça coûte de l'argent et ça prend du temps. Donc, du point de vue de l'entreprise, la question est simple. Pourquoi payer quelqu'un pour partir alors qu'il fait bien son travail? Et qu'en plus, ça va nous coûter du temps et de l'argent pour le remplacer. C'est pour cela que la négociation d'un départ est beaucoup plus complexe qu'une négociation d'augmentation. Une augmentation récompense une performance, une rupture conventionnelle, elle coûte de l'argent à l'entreprise. Si autant d'employés en France y pensent, ce n'est pas par calcul ou par paresse, c'est un réflexe de survie. Quand on souffre au travail, je pense au burn-out, au harcèlement, à la perte de sens, le premier instinct est de fuir l'environnement toxique. On s'en va. Et l'arrêt maladie ressemble alors à une bouée de sauvetage. Il vous met à l'abri physiquement. Et il vous donne
du temps pour respirer, pour dormir, pour ne plus avoir à gérer votre environnement, avoir ce manager, ces dossiers, cette ambiance qui vous détruit, qui vous ronge. C'est vraiment un besoin humain tout à fait légitime. D'ailleurs, il y a une étude du baromètre Malakoff qui explique que près de 40% des arrêts longs sont aujourd'hui liés à des troubles psychologiques ou à l'épuisement professionnel. Et puis, il y a une prétendue ou la prétendue stratégie. Le raisonnement semble imparable. En gros, c'est mon absence va désorganiser le service, ils vont devoir payer un remplaçant ou surcharger mes collègues qui vont finir par se plaindre. Donc face à ce bazar, mon employeur préférera me payer une rupture co pour en finir avec moi. Terminé, bonsoir. Un salarié qui m'a demandé un acompte sur son salaire, je lui ai donné, il m'en a demandé un deuxième, j'ai refusé, c'est mis en arrêt, pour me cacher. Et ça, c'est un vrai fléau. Il y a des gens qui sont toujours malades et des gens qui sont les mêmes, en fait. L'absentéisme se construit sur la base de personnes qui sont toujours les mêmes, en fait. Pour d'autres, les premiers responsables seraient les médecins, trop complaisants. Des l'instant que ceux-ci ne sont pas contents, ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils vont voir leur médecin et ils se font mettre en arrêt maladie. Quand on a 1, 2 ou 3 personnes qui sont en arrêt de compétence sous couvert de leur médecin, ça nous crée des gros problèmes. Souvent, ils se braquent et puis ils se mettent en arrêt. C'est leur discours, je me mets en arrêt. En fait, vous imaginez que votre absence est un levier. Le levier un peu de la politique de la chaise vide. Vous créez un problème et la rupture devient la solution la plus simple pour l'employeur. Donc, sur le papier, ça se tient. Mais la réalité du monde de l'entreprise est bien plus cruelle que vous ne le pensez. Vous pensez jouer aux échecs, mais en fait, vous jouez à un jeu dont votre employeur et les RH maîtrisent les règles que vous ignorez. Comment pouvez-vous jouer à un jeu si vous ignorez les règles? Et la règle numéro 1, c'est que le temps joue contre l'employé isolé, donc contre vous. D'ailleurs, c'est un principe classique en négociation, c'est la partie qui supporte le mieux le temps, l'incertitude et le coût de l'attente, prend souvent l'avantage. Je vous remets ce bouquin, Negotiation Analysis, d'Howard Reifa, qui l'explique très bien. Alors, commençons par une clarification importante. Peut-on signer une rupture conventionnelle pendant un arrêt maladie? La réponse est oui. La loi le permet, que l'arrêt soit lié à une maladie classique, à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Alors, où est le problème, allez-vous me dire? Le problème, c'est une condition essentielle de la rupture conventionnelle, qui est le consentement des deux parties. Doit être libre et éclairé. Libre et éclairé. Et c'est là que tout le piège se referme. Quand on dit libre, ça veut dire sans pression. Quand on dit éclairé, cela signifie en pleine conscience des enjeux. Donc quand vous êtes en arrêt, surtout pour un burn-out ou une dépression liée au travail, votre consentement est par nature considéré comme fragile. Un employeur qui vous pousserait à signer à ce moment-là, c'est qu'il prend un risque. Celui que vous attaquez l'accord plus tard au prud'homme, parce que vous avez le droit, et en argumentant que votre état de vulnérabilité a vicié votre consentement, en gros que vous n'étiez plus en totale possession de vos moyens. Et avec l'aléa judiciaire, qui existe et qui est bien connu par les experts dans le droit, si la rupture est requalifiée en licenciement abusif, cela coûte une fortune à l'entreprise. Donc par conséquent, un employeur bien conseillé évitera souvent de vous mettre la pression pour signer pendant votre arrêt. Au contraire, il risque de faire l'inverse. Il va se servir de votre absence et de votre fragilité pour ralentir le processus. Ralentir le processus et vous amener à un point où vous n'aurez plus le choix que d'accepter ces conditions ou alors de démissionner. Alors bien souvent, vous verrez, les RH jouent un petit peu ce rôle d'assistante sociale, sont à votre chevet, prennent soin de vous, vous passent des petits coups de fil. Voilà, ils se donnent le bon rôle. Donc, vous pensiez que votre arrêt était une arme? En fait, c'est en fait le signal que vous donnez à l'employeur pour qu'il sorte son propre arsenal, finalement. Donc, vous avez quitté le terrain en croyant marquer un but, mais vous lui avez surtout laissé le champ libre pour contrôler toute la partie. Donc, je vais vous dévoiler le manuel de l'employeur, comment votre arme, entre guillemets, se retourne contre vous. Alors, soyez discret. Bienvenue dans les coulisses. Voici le scénario que les RH et les managers peuvent dérouler dès que votre arrêt se prolonge et qu'ils flairent votre envie de départ. Ça se sent, ils connaissent. La tactique numéro 1, c'est le jeu de la montre et de l'asphyxie de trésorerie. C'est la tactique la plus redoutable. Vous êtes chez vous. Au début, vous touchez les indemnités de la sécurité sociale, soit environ 50% de votre salaire journalier de référence. Pour beaucoup, c'est déjà intenable. Alors après, ça va dépendre bien sûr de la spécificité de votre contrat, la spécificité de la convention collective, de votre boîte. Comment en fait ils arrivent à continuer à vous faire en sorte que vous mainteniez un salaire équivalent à celui de quelqu'un qui travaille.
Le vrai coup dur vient de la prévoyance, le contrat de l'entreprise censé compléter votre salaire pour atteindre 80-90% ou 100%. Pour que cette prévoyance se déclenche, l'employeur doit remplir des papiers. Et c'est là que le jeu commence. Vous appelez les RH, on vous dit « Ah, bah c'est en cours », ou alors « Le dossier est sur le bureau de la bonne personne, t'inquiète pas », ou alors encore « Tu sais, ça prend du temps, Amalric ». Donc les semaines passent, votre compte en banque et votre trésor diminuent, voire se vident. Et là, vous êtes toujours à 50%. La panique forcément s'installe. Ce sont souvent des prétextes. L'employeur, en fait, est en train de jouer la montre. Il sait que chaque jour sans complément de salaire vous étrangle financièrement. Il vous assèche. Ensuite, pour lui, le coût est quasi nul. Ce n'est plus lui qui vous paye. C'est la Sécu et la prévoyance qui prennent les relais. Et donc, il peut attendre des mois, des années s'il le faut. Le vrai problème, c'est le rapport de force, en fait. Là, vous êtes seul. Et face à vous, il y a un manager, il y a les ressources humaines, il y a une organisation entière, il y a des juristes, etc. L'entreprise fonctionne avec un rythme complètement différent du vôtre. Vous pensez en semaine, eux, ils pensent en trimestre, en semestre, en cycle de décision, de projet. Donc c'est une stratégie qui est certes cruelle, mais malheureusement fréquente. Et pendant ce temps, l'employeur envoie un message clair à tous vos collègues, à tous les salariés. Regardez ce qui arrive à ceux qui tentent de jouer avec les arrêts maladie. Vous ne gagnerez rien à essayer de me forcer la main. Alors, pour le projet de loi de finances de la sécurité sociale, le PLFSS, la Caisse nationale de l'assurance maladie, ce qu'on appelle la CNAM, a produit un vaste rapport estimant à près de 16 milliards d'euros pour 2025 les dépenses journalières pour les arrêts maladie. Et regardez les courbes, elles ne cessent d'augmenter depuis 15 ans et elles pourraient, sans inflexion majeure, se creuser davantage à l'horizon de 2030 pour atteindre 40 milliards d'euros. Tactique numéro 2, l'isolement et la perte de contrôle. Pendant que vous êtes chez vous, la vie de l'entreprise continue. Les projets avancent, les stratégies évoluent. Vous êtes déconnecté. Cette déconnexion vous fait rater les opportunités. Une réorganisation se prépare, un budget vient d'être débloqué. Vous ne le saurez pas ou jamais, ou alors en retard. Et donc en vous mettant en arrêt, vous vous coupez de l'information, ce qui est franchement la ressource la plus précieuse dans une négociation. C'est le nerf de la guerre. Et comme l'a montré l'économiste George Akerlof, qui est prix Nobel d'économie, dans sa théorie du Market for Lemons, marché des citrons. Lorsqu'une transaction se déroule dans une situation d'asymétrie d'information, la partie la mieux informée prend presque toujours l'avantage. En fait, vous naviguez à l'aveugle, pendant que l'employeur a la carte sous les yeux, la boussole et la carte. Et une négociation ne se fait pas à distance. Donc le résultat est cuisant, la discussion s'arrête forcément, ou alors la situation va se bloquer et le départ devient encore plus compliqué. Donc votre arrêt va durer, une visite de reprise avec la médecine du travail devient obligatoire. Et comme votre état est lié au travail, le médecin pourrait vous déclarer inapte, c'est le tampon, inapte à reprendre votre poste. Donc à première vue, ça peut ressembler à une sortie facile, je dirais, ce qu'on appelle un licenciement pour inaptitude. Mais dans le contexte actuel, la situation est beaucoup moins simple qu'on l'imagine. Les patrons ne sont pas les seuls à pointer du doigt les médecins. La caisse primaire d'assurance maladie les a pris en chasse. Depuis 3 ans, elle a mis des milliers de généralistes, 1% d'entre eux, sous surveillance. Des prescripteurs trop généreux, sommés de réduire de 30% le nombre d'arrêts maladie délivrés. Objectif affiché, 160 millions d'euros d'économies par an. La sécurité sociale a choisi sa cible en traquant les médecins généralistes. Moi, mon impression, c'est d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de ma tête en permanence. On me juge coupable, en fait, alors que j'ai rien fait de mal, quoi. Le docteur Dorothée Neveu est aussi diplômée en psychothérapie. Les patients qui viennent la consulter sont ainsi bien souvent en grande difficulté. Donc, en prolongation, motif de l'arrêt. Bon, souffrance morale au travail. Et voilà. Merci. Il y a 3 ans, elle reçoit une convocation et doit se déplacer à la CPAM de son département. Dans ce dossier qu'on lui remet, elle découvre que toutes ces statistiques sont passées au crible. Vous voyez, ils nous font des beaux diagrammes, des beaux points. Nombre de consultations, nombre d'arrêts. Tout est comparé à la moyenne départementale sur une année d'activité. Ils nous scrutent à la loupe, on a l'impression d'être des insectes. Et donc on tremble quand on n'est pas dans la moyenne. Quand on est au-dessus de la moyenne, on se dit « Ouh là là ». À première vue, elle semble être une bonne élève. Elle prescrit seulement 183 arrêts de travail sur une année, bien moins que ses collègues, qui en délivrent 219. Mais ce qui pose problème à la Sécu, c'est qu'ils sont plus longs. En moyenne, 22,6 jours, contre 14,9 jours pour les généralistes du Rhône. Et ce n'est pas tout. La Sécu a même calculé la facture. 294 300 euros d'indemnité journalière versée à ses patients, contre 161 404 euros en moyenne pour les autres praticiens. Je fais mon travail tout simplement et là on me juge coupable en fait, alors que j'ai rien fait de mal, quoi. C'est terrible. Puis même, à quoi ça rime quand on a un patient qui doit être arrêté, qu'est-ce qu'on fait? On doit pas l'arrêter parce qu'on a déjà trop prescrit.
Si elle ne diminue pas ses arrêts maladie de 30%, elle est menacée d'être mise sous objectif et risque de lourdes pénalités financières. Pour contrer les médecins complaisants, la CPAM a contrôlé en 2024 230 000 malades. Dans un tiers des cas, l'arrêt a été jugé injustifié et immédiatement suspendu. Elle a mis en place une autre mesure phare où elle espère économiser 1,5 milliard d'euros, la baisse des indemnités journalières. Dans le privé, elle chute de 53 à près de 42 € maximum par jour. Même les fonctionnaires sont touchés. En arrêt maladie, Déjà aujourd'hui, les arrêts maladie et les situations d'inaptitude font l'objet d'une surveillance croissante. L'assurance maladie contrôle chaque année plus de 300 000 arrêts de travail et dans près d'un cas sur 5, le contrôle conclut que l'arrêt n'est pas médicalement justifié. Parallèlement, plusieurs médecins du travail alertent sur l'augmentation des demandes d'inaptitude dans des contextes parfois ambigus où l'avis médical peut devenir une solution de sortie pour le salarié ou pour l'entreprise. Autrement dit, l'inaptitude reste un acte médical, mais elle comporte une grande part d'aléa. Votre arrêt qui devait vous permettre d'obtenir plus devient le mécanisme qui vous fait partir au mieux avec le minimum. Donc en fait, c'est un marathon dans lequel vous lancez, au niveau médical, au niveau administratif, et c'est un bras de fer avec l'employeur, donc ça va prendre du temps, qui va laisser des traces. Est-ce vraiment la collectivité qui doit financer cette attente ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Sous sa part. dernièrement, ce patron a fait une découverte étonnante. Ses salariés en arrêt cumulent des congés payés, 2 jours et demi par mois d'absence. Une modification récente du Code du travail, d'avril 2024, afin de se mettre en conformité avec le droit européen. C'est tout le monde. Un dispositif qui peut conduire à des situations ubuesques. 2 mois après cette nouvelle loi, Laurent Marie embauche une serveuse qui vient travailler une seule journée au restaurant. Ouais, ils sont capables de faire mieux que ça. Car le lendemain, elle est victime d'un accident de scooter en se rendant au restaurant. La salariée est alors arrêtée pendant 18 mois. Elle travaille une journée et je me retrouve avec 3500 et quelques euros à payer qui correspondent à 47 jours de congés payés. Le souci, c'est qu'on cumule des congés payés alors qu'on vient pas travailler. Moi, je trouve que c'est pas de ma responsabilité. Et pourtant, bah voilà, on en arrive à des trucs comme ça. On paye plein de trucs et au final, ça va, mais il y a des entreprises, petites entreprises qui peuvent avoir déjà la tête sous l'eau et on leur envoie des additions comme ça. C'est bon, quoi. Il y a des petites boîtes qui coulent avec ça. Au bout d'1 an et demi, cette salariée ne revient pas. Elle est arrêtée 2 mois de plus. J'ai reçu un nouvel arrêt de travail, ce qui veut dire qu'on rajoute 5 jours de congés payés supplémentaires. Elle a pas commencé à bosser, je lui ai déjà 52 jours de congés payés. C'est fou. Saurez-vous ensuite assumer le coût professionnel ? Donc, pensez à la rupture de votre trajectoire, aux interrogations des futurs recruteurs et parfois aussi à un véritable préjudice de carrière. Et ce mécanisme est d'autant plus tentant pour l'entreprise dans le contexte économique actuel. Pourquoi ? Depuis une réforme récente, la contribution patronale sur les indemnités de rupture conventionnelle a fortement augmenté. Avant 2024, il était à 20%. En 2024, il est passé à 30%. Et début 2026, il est passé à 40% pour les ruptures conventionnelles. Autrement dit, chaque euro d'indemnité négociée coûte désormais beaucoup plus cher à l'entreprise qui va payer une taxe, un forfait social. Et face à un salarié absent, certaines directions RH auront donc la tentation très simple de se dire « Bon, on va laisser la mécanique médicale suivre son cours et aboutir à une sortie gratuite, démission, beaucoup moins coûteuse pour elle, en général. » Alors, il y a un point aussi important que vous devez prendre en considération, c'est le coût psychologique. Au-delà du stratégique et du financier, il y a le coût humain. L'arrêt prolongé vous met dans une position passive. Elle vous impacte physiquement et psychologiquement. Et puis, elle a un effet plus ou moins fort sur votre entourage, votre conjoint, vos enfants, vos amis, qui vous côtoient tous les jours et qui voient votre situation se dégrader. Cette attente est une source d'angoisse et d'impuissance. Le concept d'impuissance apprise a été démontré par Martin Seligman dans une expérience célèbre en 1967. Le principe de l'expérience est le suivant. Ils ont mis des chiens qui reçoivent des chocs électriques. Certains peuvent les arrêter en appuyant sur un levier et d'autres n'ont aucun contrôle. Plus tard, on place les chiens dans une cage où il suffit de sauter une barrière pour échapper au choc. Les résultats sont sans appel. Les chiens qui avaient du contrôle s'échappent. Ceux qui avaient appris qu'ils ne pouvaient rien faire, ne tentent même pas de sauter. Donc, la conclusion sur ce concept d'impuissance apprise, c'est que quand un individu apprend que ses actions n'ont aucun effet, il finit par cesser d'agir, même quand une solution existe. Votre projet de départ devient une épreuve qui ronge votre morale. Quand on veut partir, mais quand on est resté bloqué pendant des semaines, des mois, ou qu'on est encore dans la perspective de rester bloqué, la situation devient très difficile. On rentre chez soi frustré, on parle du travail en permanence, on critique son manager, ses collègues, l'entreprise, le tout venant, voire même sa vie, et petit à petit, cette frustration déborde sur la vie personnelle. Comme je le disais, les proches finissent par dire « En fait, si t'es pas heureux, il faut agir ». Mais agir sans stratégie peut aggraver la situation. Le problème des cadres qui sont en arrêt ou en burn-out, c'est qu'ils sont réellement détruits et qu'ils n'ont plus la force de se battre.
En fait, il laisse le temps passer. Ce qui me fait de la peine d'ailleurs, c'est lorsqu'un cadre vient me voir et qu'il me met du temps encore à se décider, qu'il hésite et que 6 mois plus tard, il revient, mais que là, il est en dépression. Ben oui, mais en fait, il y a un moment, il faut passer à l'action. Oui, c'est dur. Oui, parfois, on se dit que c'est peut-être insurmontable. Mais restez là, vous vous enfoncez. Vous vous enfoncez et ça vous aspire vers le bas. Posez-vous juste cette question. Imaginez, vous êtes en pleine forêt, la nuit tombe, il commence à faire froid, vous n'avez rien à manger, rien à boire. Bah, si vous restez là à attendre, il ne va rien se passer. Il faut que vous soyez dans l'action. Donc si vous êtes cadre et que vous êtes en souffrance au travail, n'attendez pas pour agir. Le plus tôt vous mettez en action, le plus vite vous sortirez de cette impasse. Maintenant qu'on a vu pourquoi c'est un piège, voyons comment l'éviter. Mais avant de vous dévoiler comment passer de la stratégie passive de l'absent à la stratégie proactive du présent, si vous êtes cadre et que vous sentez que votre trajectoire de carrière s'essouffle ou que le vent tourne ou que votre direction commence à se réorganiser autour de vous ou que vous ne vous projetez plus dans cette organisation, c'est probablement le bon moment pour sortir intelligemment. Une négociation de départ ne doit pas être laissée au hasard. Si vous voulez qu'on vous aide à construire votre stratégie de négociation étape par étape, vous pouvez prendre un rendez-vous sur rupturepro.com. On vous dira quelles sont vos chances, quelles sont vos options. Le lien, bien sûr, est sous la vidéo. Alors, ce qui est important, c'est de bien comprendre que vous devez reprendre le pouvoir et provoquer l'offre. Ce que j'appelle un peu le changement de paradigme. Vous ne devez plus demander, mais faire désirer votre départ. Donc la clé, ce n'est pas de se mettre en position de demandeur. Un employé qui demande une rupture est vu comme finalement quelqu'un qui veut le beurre et l'argent du beurre, voire même la crémière. La réponse par défaut de l'employeur, surtout avec les coûts qui ont grimpé, est souvent non. C'est un non catégorique. Voilà, ce n'est pas la politique de la boîte, en gros. Barre de fer. Pourquoi paierait-il pour vous partir alors qu'il peut juste attendre que vous démissionnez? La vraie stratégie est contre-intuitive. Ne jamais demander de rupture professionnelle. Il faut créer une situation où la rupture apparaît à l'employeur comme la meilleure solution pour lui. Vous vous rappelez la définition de l'influence au début de la vidéo. Vous devez amener le RH à se dire « Ok, la situation avec Amalric devient risquée et coûteuse. La solution la plus simple pour l'entreprise est de lui proposer un départ négocié. » Donc pour ça, il faut rester en poste, si votre santé le permet bien sûr. Parfois, on a besoin, si c'est un burn-out sévère, votre santé passe avant tout. Un arrêt est nécessaire, vous avez besoin de reprendre du poil de la bête. Voilà, la stratégie qui suit devra alors être adaptée idéalement avec un professionnel. Je l'entends. C'est du cas par cas. De toute manière, une négociation, c'est que du cas par cas. Donc rester en poste vous donne 3 avantages décisifs. Déjà, vous êtes payé, donc il n'y a pas de pression financière. Vous maintenez la pression sur l'employeur. Vous êtes un coût et une responsabilité. Donc un employé désaligné, en décalage, qui reste en poste, va devenir un problème. Quand j'entends un problème, c'est un nœud. Donc il va falloir dénouer tout ça. Okay, c'est un problème bien plus visible et urgent qu'un absent. D'ailleurs, c'est Gallup, là, de State of the Global Workplace, je vous le mets ici, qui indique que le désengagement des salariés représente près de 9% du PIB mondial en perte de productivité et qui constitue l'un des principaux risques organisationnels pour les entreprises. Alors, vous doutez bien que ce n'est pas juste « je fais plus rien et j'attends que ça se passe ». Non, ça ne va pas marcher comme ça. Et puis surtout, vous risquez d'être menacé, d'être challengé, d'être mis sous pression et ils auront peut-être aussi un bon moyen de vous faire partir pour pas grand-chose. La faute grave, ça arrive vite. Donc, dites-vous bien une chose, c'est que vous avez accès à l'information et au levier d'action. On en revient là encore au principe d'asymétrie de l'information d'Akerlof. Vous savez, le marché des citrons. Il faut utiliser cette information qui est le nerf de la guerre. Donc, l'étape suivante, deuxième étape, c'est d'amorcer la discussion, l'entretien stratégique. Okay, une fois que votre préparation est faite, vous avez vos leviers, vous avez votre posture, vous avez des signaux. L'objectif du premier échange n'est pas de demander une rupture. L'objectif est beaucoup plus simple. C'est d'ouvrir une discussion sur votre situation et de créer un doute sur la viabilité de la situation actuelle. Le présent est tel qu'il est. Okay, ne demandez jamais un rendez-vous avec l'objet « je souhaite une rupture conventionnelle » ou « je souhaite qu'on trouve un terrain d'entente pour une sortie ». Préférez plutôt une formulation neutre. L'objet, ça peut être « point sur ma situation et l'évolution de mon poste ». Pendant l'entretien, voici la séquence efficace. Faites vraiment simple, suivez ce que je vous dis. Première chose, c'est d'installer un climat constructif. Voilà, commencez par rappeler votre engagement, quelques faits positifs. Voilà, exemple, je sais pas, merci de me recevoir, Amalric. Je voulais qu'on prenne un moment pour faire un point. J'ai toujours essayé de m'investir pleinement dans mes missions, notamment sur le projet XYZ. Et puis regarde, les résultats sont concluants. Donc voilà, l'objectif est simple.
C'est vraiment que vous soyez dans cette dynamique de montrer que vous êtes dans une logique professionnelle et constructive. On va pas au carton, ça sert à rien. Sinon, ils vont se refermer sur eux-mêmes et vous n'allez rien obtenir. Deuxième chose, c'est de poser la problématique. Vous expliquez la situation factuellement, sans accusation. On n'est pas là pour pointer du doigt quelqu'un, on est là pour être factuel. Vous pouvez faire par exemple la chose suivante. Depuis quelques mois, j'ai le sentiment que mon poste a beaucoup évolué, certaines missions ont changé et je suis plus sûr de bien comprendre où je me situe aujourd'hui. Voilà, vous faites quelque chose comme, je sais pas, la charge et les attentes ont fortement augmenté, j'ai parfois le sentiment de ne plus pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Faites des choses comme ça, simple. L'important en fait, c'est de décrire des faits et pas des ressentis, jamais des reproches. Sinon là encore, la personne se referme. Mettez-vous à leur place. Vous arrivez, vous êtes assis en train de bosser, quelqu'un vient vous voir en disant « Ouais, mais Amalric, là, tu es en train de me mettre des bâtons dans les roues, tu as fait ça alors que tu avais dit ça, ou le contraire, tu m'avais promis ci, puis tu n'as pas fait. » Voilà. Moi, je vais vous dire, mais en fait, si tu n'es pas content, en fait, tu t'en vas. Simple. Rappelez-vous. Je m'impose, je t'explose. Je m'expose, je dispose. C'est des choses simples, en fait. Et on le fait tous. Troisième chose, c'est de créer le dissensus. L'objectif est que l'employeur prenne conscience du problème. Par exemple, vous pouvez dire j'ai l'impression qu'il y a aujourd'hui un décalage entre ce qui est attendu et ce que je peux raisonnablement faire dans ce cadre. Ou encore, vous pouvez dire moi je me demande si la situation actuelle est vraiment satisfaisante pour tout le monde. Puis posez une question ouverte. Vous pouvez poser cette question, comment vois-tu les choses de ton côté? À ce moment-là, vous le laissez parler. Et cette étape est essentielle puisque l'entretien repose sur l'écoute et les questions, pas sur un monologue. Si vous videz votre sac avec toute une litanie de reproches, ça ne va rien faire. Il ne va rien se passer. Au contraire, ça va se retourner contre vous. Quatrième point, c'est d'explorer les options sans évoquer la rupture. Si la discussion confirme que la situation est bloquée, vous pouvez introduire l'idée qu'il faut réfléchir à la suite, mais sans prononcer les mots rupture ou départ ou négocier, etc. Vous pouvez prendre cet exemple. Si la situation reste comme aujourd'hui, je ne suis pas certain que ce soit durable. Je pense qu'on doit réfléchir ensemble à la manière d'avancer. Puis vous posez une question clé. Quelles questions ou quelles options vois-tu pour améliorer la situation? Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est d'être assez direct, donc de demander, je pense qu'il faut mettre fin à la collaboration, ou je veux une rupture conventionnelle, ou je veux quitter l'entreprise, ou je sais que vous arrangez, voilà. Non. Ou je veux négocier. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On va dire, mais pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'en fait, vous perdez immédiatement votre posture. Et donc, vous déclenchez une réaction de fermeture défensive. La posture, ça va être votre attitude. Vous êtes dans une attitude de demande. En face, ils peuvent dire oui ou non. Donc, ils décident. Et donc là, en fait, vous n'avez aucun contrôle. La stratégie consiste au contraire à faire émerger cette idée de séparation chez l'employeur lui-même. Une fois que l'évocation vient de lui, la négociation, elle devient beaucoup plus facile. Donc, bien sûr, après, il va falloir que vous éliminiez toutes les batnaves. Vous savez, c'est les mésors ou les alternatives, grosso modo, les options qu'ils peuvent vous proposer, et vous allez devoir les refermer parce que ça ne va pas se faire d'un coup d'un seul. Mais au moins, là, vous avez compris le principe. Et la logique stratégique derrière cette approche est assez simple. C'est que le premier entretien sert uniquement à créer un dissensus, à faire reconnaître que la situation est bloquée, à amener l'employeur à évoquer lui-même une solution. Et ce n'est qu'après cette évocation que l'on peut avancer vers un accord de principe de séparation, l'accord mutuel de séparation, ce qu'on appelle l'AMS, puis ensuite vers la négociation des conditions de départ, c'est-à-dire les montants, les termes, les conditions, etc. Voilà. Donc, ne confondez pas tout, ne partez pas bille en tête en disant « je demande », ne partez pas bille en tête en ayant un chiffre, en disant « c'est ce chiffre que je veux », ça ne marchera pas. Ayez d'abord cette volonté d'obtenir cet accord mutuel. Rappelez-vous que c'est là-dessus que reposent les ruptures amiables. Donc l'idée de prendre un arrêt maladie pour obtenir une rupture part d'un bon sentiment, c'est celui de se protéger. Mais c'est une illusion. C'est une stratégie passive qui vous isole, vous affaiblit financièrement et au final, donne toutes les cartes à votre employeur. Il peut jouer la montre et même utiliser la situation pour vous licencier au coût minimal. Donc la vraie force n'est pas dans l'absence, mais dans une présence résiliente, tactique. L'approche proactive consiste à rester en poste, si possible, bien entendu, on l'a vu, et à changer les règles du jeu, les règles que vous allez maîtriser. Donc cessez d'être une victime et devenez un problème au sens propre, c'est-à-dire quelque chose qu'on doit résoudre, que l'employeur a intérêt
à résoudre, sur lequel il doit s'intéresser. C'est extrêmement important de le faire dans cette dynamique pour que lui le fasse à l'amiable. Ne partez pas sur la politique de terre brûlée, ne partez pas sur des menaces, ne partez pas sur vraiment un bras de fer bête et méchant. Vous allez y perdre des plumes et en face, eux, ils seront barre de fer. Ok ? Vous devez vraiment adopter une posture de détachement professionnel pour créer l'incertitude. Et en faisant cela, vous ne quémandez pas une faveur. Vous n'êtes pas en demande, s'il te plaît, je veux partir, je veux de l'argent. Vous amenez intelligemment votre employeur à conclure que finalement, eh bien, la solution la plus simple et la plus sûre pour lui est de négocier votre départ. Donc vous ne subissez plus, vous pilotez et vous reprenez le contrôle de votre carrière et de votre avenir.